S'aérer un petit peu, les parcs situés dans les grandes agglomérations ou en périphérie sont autant de poumons pour les villes et leurs habitants. La plus grande métropole de la région ne déroge pas à la règle, avec de vastes espaces dédiés à la nature, qu'ils soient d'ailleurs urbains ou périphériques. Vous connaissez tous au moins de nom les parcs de Gerland, la Tête d'Or, mais aussi Miribel-Jonage ou la Croix-Laval, mais peut-être un petit peu moins la Fessine. C'est ce qui nous a donné envie de nous y attarder aujourd'hui. Et avec nous, justement, nous avons son directeur. Bonjour Armand Nora, merci de nous avoir rejoints. Comment se fait-il que le parc de la Fessine, qui est donc dans l'agglomération lyonnaise, soit un petit peu moins connu que ses grands frères? Oui, alors je ne sais pas si on peut vraiment affirmer cela. Je ne veux pas vous vexer en disant ça, mais c'est un peu vrai. Disons que la destination du parc de la Fessine, qui est un parc très, très naturel, attire effectivement un public peut-être plus proche de la nature, proche de ce que l'on peut y faire, notamment beaucoup de sport, et qu'il n'y a pas les attractions qu'on peut avoir chez notre voisin, le parc de la Tête d'Or, où il y a un parc animalier, il y a un jardin botanique. C'est bien différent. Voilà, c'est pas le même esprit. Et puis, il est moins ancien aussi. Je crois qu'il a été créé en 2002, c'est ça, si ma mémoire est bonne. Tout à Donc, fait. il est tout neuf. Qu'est-ce qu'il y avait avant, d'ailleurs? Alors avant, sur ce territoire, on a eu les communaux. C'était des terrains agricoles qui, comme leur nom l'indique, étaient des champs qui appartenaient à la commune et qui étaient répartis aux différents agriculteurs sur l'espace de Villeurbanne. Ensuite, l'armée est venue un temps sur cet espace. J'ai pu voir aux archives des champs de tir. Et puis en 1896, si je ne dis pas de bêtises, on a tenté des captages de la nappe phréatique. Ah, des captages d'eau. Et des captages d'eau. Et depuis, jusqu'en 1976, ça a été les champs captants d'une grande partie de l'eau de Lyon et de Villeurbanne. Parce qu'on est en lisière du Rhône. On va le situer pour ceux qui connaissent l'agglomération lyonnaise. Donc c'est au nord de Lyon. C'est au nord de Lyon. J'ai l'habitude de dire qu'on est coincé entre le Rhône et le campus de la Doua. Oui. Voilà. Voilà, on a aperçu la carte, justement. Alors, ce qui est remarquable dans ce parc, c'est à la fois sa faune et sa flore. Côté faune, on trouve des oiseaux, mais pas seulement, peut-être des animaux un petit peu plus étonnants. Oui, alors bon, ce qui a fait un petit peu la réputation du parc, c'est le castor, puisque on a effectivement, non pas un terrier-gîte comme ça existe pour les castors, il est de l'autre côté, sur l'autre berge, qui est aussi d'ailleurs Villeurbanne, de l'autre côté du Rhône. Et on a donc le site de nourrissage, ce qu'on appelle le jardin du castor, où il vient se nourrir. Mais on a aussi toute une faune qui est beaucoup plus discrète, et c'est le cas d'ailleurs dans la nature de partout, qui est toute la faune des micro-mammifères et des insectes, tous les invisibles. Ouais. Enfin, les invisibles, si on s'y intéresse pas, parce que si on s'approche un petit peu, regardez ce parc. Alors, ce qui frappe, c'est son côté sauvage. C'est pas un parc qu'on sent fabriqué, où tout est maîtrisé. C'est ça aussi qui en fait la différence avec ses frères de la région. Oui. Dans le programme de conception, le concepteur devait être assez peu interventionniste. Et on devait derrière, dans la gestion, quand on l'a pris, on devait effectivement laisser la nature s'exprimer le plus possible. C'est ce qui était le plus intéressant. C'est toujours ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai souvent l'habitude de dire que je n'ai pas de jardinier dans le parc de la Fessine qui travaille avec moi. Ce sont des accompagnateurs de la nature. Oh, c'est joli. Ça veut dire que l'homme doit intervenir forcément à un moment donné parce que lui-même, ayant cassé l'équilibre de la nature, il est là aussi pour le maintenir en vie, mais il faut savoir où s'arrêter, c'est un peu ça. Voilà, il faut savoir mesurer l'impact que l'on va avoir à chaque intervention. J'ai une petite devise que je mets en avant, c'est comprendre, connaître et respecter. Ouais. C'est-à-dire, il faut comprendre, il faut connaître le lieu où on est déjà, mais le connaître vraiment en profondeur. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'inventaires avifaunistiques, entomologiques. Et puis, il faut comprendre comment ça marche. C'est pour ça que les jardiniers, les accompagnateurs qui sont avec moi sont formés. Moi-même aussi, je continue à me former. Et puis, une fois qu'on sait tout ça, on essaye de respecter tout cela. Et de recréer effectivement les équilibres naturels. Même si en milieu urbain, ça reste quand même excessivement difficile. Alors, on parlait de la faune, on va dire un mot de la flore quand même, parce qu'elle est intéressante. On trouve plusieurs espèces d'orchidées. Oui. Ça peut surprendre. De fougères, ça se surprend un petit peu moins, mais une fougère particulière. Alors, les orchidées d'abord, orchidées sauvages, on est bien d'accord. Ouais. Rien à voir avec ce que vous voyez chez les floristes. Des fleurs toutes petites. Une particulière, puisque endémique,
qui est l'Orchis rhodanensis. Et puis, au niveau des fougères, oui, effectivement, on a une fougère, la langue de serpent, qui est classée au niveau européen. Bon, rassurez-nous, elle est inoffensive. Hein. Totalement inoffensive et d'une discrétion qui fait que personne, si vous ne connaissez pas, vous ne la voyez pas. Alors justement, si on ne connaît pas, est-ce qu'on a un moyen de se faire guider dans le parc pour découvrir toutes ces richesses? On l'a dit, il y a une faune, une partie de la faune qui est invisible, il faut aller la chercher pour la trouver, et puis il y a cette flore à laquelle on ne fait pas forcément attention, même si elle est très intéressante. Alors, on a mis en place toute une signalétique, des bornages, des tables pédagogiques qui permettent effectivement de donner des informations. Après, il y a toute une série d'animations qui ont lieu, notamment en période d'été. Soit des animations faites par des associations naturalistes, soit des animations faites en intra par le service animation de notre direction, Paysages et Nature, et qui permettent effectivement de mieux comprendre les choses. Et puis parfois, les associations naturalistes font aussi des visites dans le parc avec des thèmes précis. Voilà, donc c'est un parc à plusieurs vocations. On peut aller s'intéresser de près donc à la faune et à la flore. On peut tout simplement y flâner pour apprécier cette nature qui est dans un état tout sauf bien rangé. Et voilà, c'est propre quand même, hein, attention, c'est ce que je veux dire. Mais on peut aussi exercer des activités parce que c'est une des vocations du parc. Oui, oui, oui. Quand vous dites qu'il est peu connu, faudrait voir au niveau des collèges, par exemple. On a un parcours de course d'orientation. On a des collèges et des primaires aussi, mais beaucoup de collèges de toute l'agglomération lyonnaise qui viennent faire des courses d'orientation. C'est un lieu... Bon, il y a la Via Rona qui le traverse. Alors, la Via Rona, je rappelle que c'est cette longue piste cyclable qui, à terme, ira de Genève à la Méditerranée. Bon, sachant qu'elle n'est pas tout à fait terminée sur les... Je crois qu'il y a 800 km et il doit y avoir 600 de réalisés à peu près. Oui, je pense. Oui. Mais elle passe par le parc de la Fessine. Elle passe par le parc de la Fessine. Elle vient de Miribel-Jonage et elle rejoint les quais du Rhône. C'est un lieu, alors pour les déplacements doux, qui est idéal. Beaucoup de Lyonnais, de suburbains lyonnais l'empruntent tous les jours pour se rendre ou pour revenir au travail en vélo. C'est un lieu où on accueille beaucoup de gens qui viennent faire du footing, de la marche sportive aussi, la marche nordique. Ouais. Voilà, donc c'est un lieu, et puis on accueille, ça a commencé là depuis la semaine dernière, où on accueille beaucoup de crosses, notamment les crosses de l'UCEP, et y compris un très beau cross en février, le cross de l'Asvel Athlétisme. Écoutez, toutes sortes d'activités, on l'a compris, il y en a pour tout le monde. Les activités de plein air, ceux qui sont curieux de la faune et de la flore, et puis ceux qui aiment tout simplement aller prendre l'air. C'est pas la même ambiance que dans les autres parcs, il a ses spécificités. On le trouve facilement, pour ceux qui ne connaissent pas la région. On le trouve facilement. Je vais vous donner juste un petit tuyau, comme ça. Vous prenez le T1. Il y a un terminus qui s'appelle Fessine. C'est le tramway, la ligne 1 du tramway. Voilà. Vous prenez le T1, vous traversez l'ancien périphérique, enfin l'ancien boulevard Laurent Bonnevet, et vous êtes dans le parc de la Fessine. Très bien. Et vous avez 45 hectares de nature pour vous. Merci Armand. On aura quel ambassadeur, dites donc, avec toute une équipe à laquelle on doit effectivement ce parc.